Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau de Toi ABN français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Dr Boutré-Marie-Claire avec nous. Alors bonjour et bienvenue. Merci Angélique, comment ça va? Ça va, merci. Alors du coup, je m'appelle Angélique, je serai la présentatrice de ce jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la santé, mais plus précisément de comment comprendre les déterminants de santé, à savoir les déterminants de santé, comme j'ai dit, et aussi leur rôle dans la disparité de santé. Alors pour cela, j'ai un panel de questions que je poserai à notre invité. Alors la première question est: quels sont les principaux déterminants de santé qui influencent le bien-être des jeunes en France? Okay, on a une liste. Alors, qu'est-ce que c'est un déterminant de santé? C'est un critère général socio-économique qui va déterminer une issue au niveau de la santé. Donc, par exemple, et puis bon, il contribue aussi aux différentes inégalités sociales de la santé. Donc, par exemple, on voit comme facteur socio-économique, par exemple, il y a le revenu, donc le côté financier, par exemple, de la famille. Il y a l'éducation, le niveau d'éducation. Est-ce que les parents ont fini leur éducation au niveau CP, ou alors est-ce que c'est le bac? Est-ce que c'est vraiment des diplômés? Il y a aussi l'environnement physique. La qualité de l'air, donc où est-ce que je peux vivre, là où je vis, est-ce qu'il y a de l'air sain, ou alors est-ce que j'ai accès à certaines choses qui peuvent être considérées de base, comme des espaces verts. Est-ce qu'il y a au niveau comportement, est-ce que j'ai accès à certains aliments? Est-ce que je fais de l'activité physique? Et puis aussi, ce qui est très important, c'est l'accès aux soins. Donc, c'est tout un contexte socio-économique qui va un petit peu, comment dire, je vais pas dire dicter, mais il va promouvoir une certaine direction, trajectoire au niveau de la santé de l'individu. Alors, par exemple, quand on regarde la santé des jeunes, si par exemple ils viennent de milieux plutôt défavorisés, en général, ils auront un accès réduit par rapport aux soins médicaux. Et c'est très important, surtout au niveau du dépistage du cancer ou alors du traitement du cancer. Parce que si je n'ai pas les moyens financiers pour aller me faire soigner, eh bien, j'aurai ma tumeur, mais elle va rester, elle va grandir, je vais pas être traitée, et finalement, au moment où je vais commencer vraiment à avoir mal, à avoir vraiment les gros symptômes, il sera trop tard. Donc tout ça c'est quand même dû comment dire, au contexte financier de la personne ou alors de la famille. Il y a aussi, par exemple, une claire augmentation de la mortalité, aussi des hospitalisations. Des personnes qui sont aussi en général dans des contextes démunis. Par exemple, si par exemple je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis limitée par rapport au choix des aliments que je peux acheter. Et en général, les aliments qui sont les moins bons pour la santé, c'est ceux qui sont les moins chers. Moins chers, en effet. Donc, je pourrais acheter des choses qui ne sont pas chères, certes, mais les conséquences à long terme sur ma santé, ça détruit les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi des fois le stress en continu, ça peut aussi avoir des conséquences au niveau, par exemple, des AVC. Donc il y a plusieurs comment dire, ramifications dans tout ça. Aussi, fumer la cigarette, fumer le tabac. En général, les gens qui sont stressés, qu'est-ce qu'ils tentent de faire? C'est fumer pour pouvoir, apparemment, ça les relaxe. C'est comme on dit, une manière de compenser pour le stress ou alors de gérer le stress. Donc, on va voir souvent ça. Et puis aussi, il faut se dire que des fois, c'est les milieux défavorisés, il y a une culture qui est due à ce contexte financier. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des complications plus tard au niveau de la santé. D'accord. Alors, comment ces facteurs socio-économiques dont nous parlons, en gros, contribuent-ils aux disparités de santé parmi les jeunes? Énormément, énormément. Et c'est pour ça que
qu'on appelle ça des déterminants de santé, parce que ça va déterminer vraiment les conséquences, enfin, ce qui va se passer au niveau de la santé. Donc, les jeunes qui sont démunis, comme je disais, il y a vraiment un contexte financier qui n'est pas approprié. Donc, ça sera dur déjà d'avoir accès aux soins, pas seulement aux urgences, mais aussi peut-être aller voir un spécialiste. Ça dépend de l'honoraire du spécialiste. Est-ce que j'ai vraiment l'argent? Bon, en France, c'est vraiment c'est avantageux d'avoir la carte vitale, mais des fois, avec la mutuelle, ça aide encore mieux. Mais si je n'ai pas les moyens pour pouvoir me payer la mutuelle, il faudra que je paye un petit peu plus. Donc, et puis, bon, même si je vais voir le médecin, est-ce que je peux m'acheter les médicaments? Ça, c'est autre chose aussi. Je peux consulter, mais est-ce que je peux me les procurer? C'est vrai que c'est plus compliqué. Voilà, et puis des fois, si je n'ai pas l'argent, est-ce que je peux prendre, si je n'ai pas mon moyen de locomotion, est-ce que je peux prendre le bus, prendre les transports publics pour me rendre dans ces établissements qui sont vraiment très importants? L'alimentation sera aussi compromise parce que je ne peux pas me permettre d'acheter des choses qui sont enfin, les meilleurs aliments pour ma santé. Au niveau scolaire, je ne pourrais peut-être pas étudier dans les établissements, enfin dans les meilleurs, parce que je n'ai pas les moyens, donc je vais sûrement finir à l'école publique. Et puis aussi, il faut dire aussi qu'au niveau des jeunes, quand il n'y a pas d'argent, des fois, au niveau d'apparence, on ne pourra peut-être pas avoir, comme on dit, les fringues, les fringues qui sont d'actualité. Et il y a un sentiment de honte. Il y a un sentiment de honte. Donc là, ça va encore agir sur l'estime de soi et ça va créer un malaise. Alors, quelle est l'importance de l'environnement familial et aussi social en soi, mais plutôt familial, dans ce développement de la santé chez les jeunes? Il faut bien être encadré, je suppose. Et les personnes que tu vois le plus, c'est surtout tes camarades à l'école et aussi ta famille. Donc, quelle est l'importance de ces personnes, en fait, des entourages? Moi, je dirais que c'est très important parce que déjà, on est dans dans une situation un petit peu difficile. Donc, enfin, je ne sais pas si tu as déjà entendu, des gens, par exemple, qui viennent de milieux pauvres et qui réussissent dans la vie, ils disent, eh bien, voilà, ceux qui, à la maison, même si on n'est pas beaucoup, au moins, mes souvenirs, c'est qu'on avait vraiment une famille très soudée, très forte. Donc, dans les différentes difficultés, les membres de famille se soutiennent, s'entraident, et vraiment, comme on dit, ça éponge beaucoup de peut-être de pensées négatives ou alors de penser que ah oui, on va jamais s'en sortir. Quand même, ça donne l'espoir, ça donne vraiment un contexte qui est joyeux en dépit des circonstances qui sont difficiles. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une famille forte, stable et solidaire. Parce que c'est plus facile de gérer les situations difficiles ensemble que de le faire tout seul. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment l'accès aux soins de santé varie-t-il selon les régions et les milieux sociaux en France? Alors, les soins, comme on dit, l'accès aux soins va varier selon comment dire, la région géographique. Donc, si c'est dans les régions urbaines, je pense qu'il y a plus d'établissements pour les soins. Donc, je pense que c'est plus facile. Et puis peut-être aussi plus d'infrastructures pour accéder à ces établissements où on peut trouver de l'aide médicale. Maintenant, dans les zones rurales, je pense que ça peut être plus compliqué parce que, bon, il y a la distance. Quand on regarde la distribution de la population par rapport à la présence d'un établissement médical, on verra qu'il y aura plus d'habitants par bâtiment, alors par comment dire, facilite, enfin, des services médicaux. Donc, il y aura ça à gérer. Et puis il faut dire aussi que au niveau développement, comment dire ça, présence médicale, il y a plus de professionnels dans les régions urbaines aussi. Par contre, on sait que dans les régions urbaines, bon, il y a peut-être beaucoup plus de facteurs qui peuvent contribuer à des maladies, par exemple la pollution ou alors
comment dire, la qualité des aliments. Mais il y a plus, peut-être, il y a comment dire, une plus grande disponibilité de professionnels médicaux. Dans les régions rurales, bon, peut-être que enfin, les aliments seront les meilleurs parce que bon, les gens vont peut-être exercer beaucoup plus d'agriculture, donc ils pourront se nourrir beaucoup mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura, enfin, qu'il y aura moins de maladies. Donc ça dépend. Mais en général, l'accès, je pense, est beaucoup plus comment dire, présent en zone urbaine. D'accord. Alors, ma prochaine question pour toi va parler des inégalités. Mais avant ça, j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous regardent en ce jour que nous avons tourné une série de vidéos, mais notamment la vidéo qui sera sûrement publiée avant ou après, qui parlait de discrimination, l'école, etc. Yes. Donc, ça a un lien. Donc, si toutefois vous voulez regarder, ce serait pas mal. Alors, la question est la suivante. Quel rôle joue l'éducation dans la santé des jeunes et dans la réduction des inégalités? C'est très important. L'éducation permet aux jeunes de, déjà de mieux comprendre le comportement de santé et de prendre des décisions qui sont beaucoup plus informées, beaucoup plus éclairées. Donc, on a des informations qui sont disponibles et qui vont être reçues par les jeunes. Il y a aussi plus le niveau d'éducation est élevé et plus on aura des résultats de santé qui s'améliorent, qui sont plus favorables. Et ça peut réduire à la réduction des inégalités. Et je veux aussi souligner que l'obtention de diplômes peut aussi réduire ces inégalités-là dans le futur. Par exemple, si mes parents n'avaient pas les moyens ou le niveau scolaire pour pouvoir devenir, avoir des rôles administratifs qui sont assez haut placés. Si moi, maintenant, je vais à l'école, que j'ai les diplômes, j'ai plus de chances d'avoir accès à des métiers qui sont mieux payés, qui sont mieux reconnus. Et à ce moment-là, automatiquement, j'élève mon statut socio-économique, surtout économique. Donc maintenant, j'ai plus de moyens. Déjà, je peux vivre dans des conditions qui sont meilleures. Je peux vivre dans des régions qui sont plus favorables à ma santé. Je peux m'acheter des aliments qui sont meilleurs pour ma santé. Je peux voir des médecins, donc l'accès aux soins. Et je peux aussi pourvoir, si jamais j'ai des enfants, je pourrais aussi pourvoir à leurs besoins et puis aussi les propulser dans la vie sur les acquis que j'ai. Donc, l'éducation, c'est très important. Ce n'est pas non seulement au niveau d'information, mais c'est au niveau aussi de se positionner pour le futur afin d'avoir de meilleures opportunités pour moi, ma famille et mes enfants. Et une fois que j'ai ces acquis, je peux aussi les partager avec le reste de ma famille, mes parents qui n'ont pas eu ces opportunités, et je peux essayer de réhabiliter un petit peu la santé, de m'assurer que, comme on dit, qu'à leur âge, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut. Donc vraiment, l'éducation, c'est primordial. Comme on dit, c'est un pilier du change, de la réduction des inégalités sociales. Alors, tu as dit qu'il y a pas mal de choses qui varient selon le milieu socio-économique. Qu'en est-il des activités, des comportements de santé tels que l'alimentation et l'activité physique? C'est très important. Très important. Alors, comme on a vu avant, surtout sur la série de la santé physique, la santé physique est très importante au niveau de la santé. Donc, il faut être actif, il faut éviter un mode de vie sédentaire. Donc, l'activité physique, ça aide au niveau de la circulation sanguine. Ça aide aussi au niveau de la pression artérielle, ça aide aussi au niveau de la santé mentale. Il y a les endorphines on va se sentir mieux, on va éliminer les toxines. Il y a aussi, le cerveau va travailler parce qu'on voit autre chose, on fait autre chose. Donc l'exercice physique, c'est très important. Maintenant, le problème qu'on voit avec les jeunes qui vivent dans des milieux défavoris ou alors dans certaines conditions, ils n'ont pas les infrastructures pour pouvoir pratiquer l'exercice physique comme il le faut. Donc,
ce que l'on peut faire pour pouvoir réduire ces inégalités, puis pour pouvoir aider les jeunes au niveau de l'activité physique, c'est dans les milieux où ils sont. Par exemple, quand ils vont à l'école, comme on dit, on peut incorporer des moments ou alors des classes ou alors juste peut-être des petits programmes où on fait de l'exercice physique, non pas seulement parce que c'est la classe d'éducation physique, mais on le fait juste pour que tout le monde soit actif, tout le monde bouge, tout le monde s'étire, même faire des jeux, des compétitions, faire des matchs, incorporer ces élèves qui, par exemple, dans les équipes de foot, les équipes de basketball, dans les jeux d'équipe où non seulement le jeune peut aussi participer, mais il y a aussi l'aspect social. Parce que pour pouvoir pour que les jeunes puissent avoir ce sentiment qu'ils appartiennent, d'appartenance, de valorisation, et puis aussi échanger avec les autres. C'est mieux que d'être à part parce que déjà on a honte, parce qu'on n'a pas, on ne ressemble pas aux autres, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc vraiment incorporer ce genre d'activité-là. Et puis aussi rester très sensible au niveau des signes, des problèmes d'obésité, et aussi des maladies qui viennent avec l'obésité, qui sont associées, ou alors des risques communs. Donc, aussi peut-être essayer de faciliter des programmes de nutrition à l'école, pourquoi pas. Donc, au lieu de donner, par exemple, si on sait que l'établissement scolaire est dans une région où il y a beaucoup d'élèves qui sont peut-être en contexte défavorisé, pourquoi ne pas avoir peut-être une fois par semaine ou même 2 fois par semaine, avoir des organismes qui viennent et qui emmènent des aliments qui sont beaucoup plus sains, qui pourraient aider ces jeunes-là. Ou alors même, je sais que par exemple dans des pays, quand les jeunes viennent, il y a des programmes où les jeunes viennent avoir le petit déjeuner à l'école. Donc, parce que des fois, les parents n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter de la nourriture. Donc, ces jeunes-là viennent à l'école le matin, ils arrivent un petit peu plus tôt et ils ont un petit déjeuner qui les attend. Et au moins les parents savent que l'enfant va à l'école, l'enfant sera nourri. Donc, ça, tous ces petits gestes, ça va aider aussi. Avoir des clubs, peut-être des, je ne vais pas dire garderies, mais des activités extrascolaires après l'école où les jeunes, par exemple, au lieu de retourner à la maison, les parents ne sont pas là parce qu'ils travaillent et puis là, l'enfant est soumis à d'autres influences qui peuvent être néfastes. Garder l'enfant, avoir un programme après l'école, l'enfant peut rester, soit c'est, par exemple, lire des livres ou alors discuter de certains thèmes qui sont d'actualité, ou alors des activités créatives, de la peinture, je ne sais pas, faire de la couture, apprendre à cuisiner, apprendre à gérer les finances, apprendre, avoir des responsabilités administratives, mais vraiment des choses qui sont bien, qui puissent garder les jeunes là où ils sont et les promouvoir, leur donner des outils pour la vie. Alors, nous supposons bien qu'il y a des conséquences de cette disparité de santé chez les jeunes. Selon toi, que sont ces conséquences? Alors, les disparités, bon, ça dépend des déterminants de santé. Si c'est disons que c'est le côté financier, bon, on a beaucoup parlé, donc il y aura difficulté d'accès aux soins, les établissements scolaires où je pourrais aller, il y aura aussi au niveau de l'alimentation, ce qui est disponible, donc, et puis à long terme, on verra qu'il y a aussi des problèmes de santé, genre maladie chronique. Maintenant, si le déterminant de santé, c'est quelque chose, disons, disons que c'est la race, le groupe ethnique. Bon, là, il faudra aussi avoir un environnement qui puisse les aider, les soutenir, pour qu'ils puissent, je ne vais pas dire survivre, mais avoir les outils pour pouvoir gérer peut-être des discriminations qui peut-être vont se montrer, ou alors l'environnement où ils vivent. Donc, améliorer ce genre de conditions. Donc, sensibiliser. Je pense qu'il est important de sensibiliser la population aussi à être attentif à ce genre, à ces différents contextes
au lieu d'être, comment on dit, d'avoir un jugement, une attitude jugementale, d'avoir peut-être un petit peu plus d'empathie, de sympathie et de vraiment de s'incorporer à à répondre à ce genre de situation. Comme on dit, les communautés ne se font pas toutes seules. Comme on dit, c'est un apport individuel qui, au fur et à mesure, bâtit la communauté les uns avec les autres. Donc, c'est important. Et puis aussi, il faut aussi impliquer les jeunes qui vivent ces situations. Je voulais poser la question du coup. Comment, selon toi, c'est ma prochaine question, ça tombe bien. Comment on parle on parle d'inégalité, on a parlé de racisme, d'harceleur au préalable. Comment impliquer ces jeunes dans la promotion de la santé au sein de leur communauté? Donc, comment les impliquer également si vous avez des idées, des choses qui sont déjà mises en place, on aurait aimé avoir... Faites-nous nos retours, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Moi, je dis qu'il est très important d'impliquer les jeunes qui vivent dans ce genre de situation. Donc, on peut organiser soit des discussions en groupe, on peut avoir des forums où vraiment on est à l'écoute des jeunes parce que c'est leur vécu. Comme on dit, on ne peut pas être mieux chaussé que le cordonnier. Alors, enfin, non. Il y a un proverbe qui dit que le cordonnier est toujours le mal chaussé. Mais du coup, là, tu te focalises sur ceux qui le subissent. Mais ceux qui ne sont pas du tout intéressés, qui ne sont pas possibles ou qui ne sont pas, parmi ces personnes. Oui. Comment les intégrer parce qu'il faut impliquer tout le monde. On n'attend pas que ça arrive sur nous pour pouvoir y participer. Donc, comment les impliquer? Oui, tout alors, chacun. Oui, alors, c'est l'écoute, comment on dit, partager les informations. Donc, si par exemple, moi, je ne sais pas ce que tu vis, tu m'expliques, bon, ça va me sensibiliser, je vais dire, OK, comment est-ce que je peux aider à combattre ce qui se passe? Et, bon, même si je ne le vis pas, peut-être que j'ai les moyens pour pouvoir créer un programme, pour pouvoir te dire, écoute, bon, si on fait un club disons après l'école, on organise un truc pour les enfants, je suis impliquée, je suis investie. Donc, c'est écouter et puis être proactif. Vraiment s'immerger dans les réponses sociales, ne pas regarder de loin pour dire, comment dire, ça ne va jamais m'arriver. Ça peut arriver à n'importe quel moment. On est à l'abri de rien, à l'abri de rien. Voilà, on peut avoir un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Exactement, donc en tant que jeune, on doit tous s'impliquer. Même les parents, les personnes qui sont peut-être plus âgées, plus accomplies au niveau de la vie. Si on a les moyens de faire quelque chose de bien, il ne faut pas attendre demain. Autant le faire avec l'opportunité qu'on a et vraiment faire une différence dans la communauté, dans les interactions sociales pour pouvoir aider, aider ces jeunes. Alors, j'aimerais que tu t'adresses à nos auditeurs et en donnant, si tu as toutefois des programmes, d'exemples de programmes, des adresses sur lesquelles nous pouvons également, qui peuvent aussi se tourner vers pour faire face à ces disparités. Alors, il y a un site Internet qui est vraiment très, très informatif, qui est aussi très bien. Je vous encourage à aller sur ce site. Ça s'appelle Santé publique France. Et il y a beaucoup d'informations à ce niveau-là. On peut trouver vraiment les différents types de déterminants de santé. On peut voir comment aussi les améliorer, comment réduire ces inégalités de santé que l'on voit, comment on peut participer, comment dire, s'investir, s'incorporer dans la réponse communautaire qui est nécessaire. Il y a aussi des initiatives sociales qui sont aussi disponibles dans les régions, qui vont aussi promouvoir soit l'activité physique ou le régime alimentaire ou l'accès aux soins. Donc, chaque région aura des programmes disponibles. Donc, on peut faire des recherches sur Internet, voir par exemple dans ma région, comment je peux aider ma communauté, comment je peux par exemple promouvoir l'activité physique ou alors aider les personnes par exemple avec des repas. Il y a souvent des initiatives, des programmes qui sont là pour pouvoir aider. En général, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volontaires
ou c'est un manque d'information, donc les gens ne savent pas. Donc si maintenant je veux m'impliquer, il faudra que j'aille chercher, vraiment me renseigner pour pouvoir trouver ces informations. Donc comme j'ai dit, sur Santé publique France, ou alors quand on regarde sur les villes, on va aussi voir des initiatives ou programmes d'assistance sociale, ou alors assistance aux démunis, ou alors donner à manger aux gens qui en ont besoin. Enfin, il y a plusieurs choses, aider pour l'activité physique aussi. Et j'aimerais aussi encourager les politiques publiques à vraiment viser, vraiment cibler ces domaines où on a besoin vraiment de changer les choses. Donc, l'accès aux soins médicaux, il y a l'accès aux soins médicaux, il y a aussi promouvoir la santé dans les écoles, il y a soutenir les programmes de prévention. Donc, tout ça, il faut rester informé et voir comment on peut contribuer et non seulement, et puis aussi investir. On peut former beaucoup de partenariats pour pouvoir vraiment essayer de réduire ces inégalités. C'est très facile maintenant ce qu'il faut. Il faut vraiment avoir la volonté, la résilience et vraiment être engagé. Okay. Voilà. Alors, nous avons parlé en gros, c'est comprendre les déterminants de santé. Les déterminants de santé et leur rôle dans les disparités de santé. Et par rapport à tout ce que tu as dit, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est venu, ce serait plutôt, j'aimerais m'adresser à tout le monde, et notamment à ceux qui font face à des disparités ou qui se sentent en minorité, en fait. Dis-moi si je me trompe. Mais en fait, j'aimerais vraiment appeler à toutes ces personnes de leur dire de ne pas hésiter. Exactement. De ne pas hésiter à demander de l'aide. Oui. Voilà, parce que c'est vrai, en t'écoutant, il y a beaucoup de choses à donner, beaucoup d'informations, vers qui se rapprocher, se tourner si on a besoin d'aide, comment ça se passe, même comment ça atteint les jeunes à l'école, etc. Et je me dis, quand tu le vis, je pense que le goût il est différent. Alors, on en parle, c'est vrai, c'est facile de donner des conseils, mais quand tu le vis, je pense que le goût doit être vraiment différent. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment appeler à toutes les personnes qui sont, je n'ai pas envie de dire le mot victime, mais qui en vivent, de ne pas hésiter à demander de l'aide autour. Normalement, chaque ville, chaque commune doit avoir, ne serait-ce qu'une assistance sociale dédiée. Donc, c'est toujours OK de demander de l'aide. Et comme on a dit précédemment, ça arrive à tout le monde, on est à l'abri de rien. Oui, et je veux dire aussi, par exemple, aux voisins, d'être très attentif à leur entourage, les gens qui vivent autour. Si vous voyez qu'il y a un besoin, n'hésitez pas. Il ne faut pas attendre sur les programmes, comme on dit, publics. Faites ce que vous pouvez faire. Même si c'est un repas, ça va toujours aider. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions, à mes questions. C'est un sujet super intéressant. Avec plaisir. Nous vous retrouverons pour un prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à faire du retour au site internet 3abn.org. Merci, à la prochaine fois.